Cette semaine en enquête, un regard inédit sur la violence de certains agents correctionnels à l'endroit de détenus. Moi, je trouvais que c'était grave, c'était sérieux. Des gestes qui sont parfois des gestes criminels. Et l'État doit s'assurer qu'on les traite comme des personnes et non pas comme des animaux. Les personnes détenues perdent leur droit à la liberté. C'est normal. Mais elles ne perdent pas le droit à la sécurité. Ça arrive, je vous cacherai pas. On travaille avec des humains, ça arrive. Bienvenue à Enquête. Nous vous proposons ce soir une incursion dans le milieu carcéral, un milieu où les tensions sont vives entre détenus et agents correctionnels. Il arrive que ces tensions mènent à des dérapages. Notre équipe a obtenu de nombreux documents vidéo, au Québec et ailleurs, qui illustrent des recours à la force par des agents sur des détenus. Certaines de ces images sont troublantes. Mais vous entendrez surtout l'histoire d'un homme qui a osé dénoncer les comportements de ses collègues et qui en a payé le prix. Enquête sur la loi du silence dans nos prisons. Dans un milieu où le climat est souvent insupportable, les tensions entre détenus et agents correctionnels peuvent prendre des tournures inattendues. Il y a un croisé à la gueule, puis après ça, ils l'ont traîné, puis ils l'ont arrêté dans l'isolement. Parfois, ces débordements laissent des traces. Nous avons obtenu plusieurs preuves vidéo qui témoignent de ces dérapages. Aujourd'hui, un agent décide d'en parler. Je trouvais que c'était tellement grave que je pouvais pas passer par-dessus. La loi du silence est suprême. C'est la loi suprême à l'intérieur des prisons. C'est pas vrai qu'actuellement, en 2013, c'est la loi du silence, puis c'est les agents batteurs de détenus. C'est pas vrai. C'est une loi non écrite. Regarde, tu dénonces pas personne. Mais celui qui le fait, ben, il y a des risques. OK, attends-moi. Attends un petit peu. C'est ça, mon gars. J'avais jamais imaginé un scénario comme ça. Ça se déroulait là, sous mes yeux. Tu sais, je le voyais, là. Réal Bessette a 63 ans. Il a commencé sa carrière comme agent correctionnel à la fin des années 70. Je suis pas un délateur. Moi, je suis un intervenant. Puis c'est pour ça qu'ils appelaient ça des rapports d'intervenants, les fiches qu'ils nous faisaient remplir. Les déboires de Réal Bessette au sein des services correctionnels du Québec commencent en 2005. Moi, je travaillais au Palais de justice de Montréal, mais le Palais de justice de Longueuil est un satellite du Palais de justice de Montréal. Chaque matin, il transporte des détenus des centres correctionnels montréalais pour leur comparution au Palais de justice de Longueuil. Ça fait à peine 2 mois qu'il est affecté à Longueuil lorsqu'il constate que les choses ne tournent pas rond. Le matin du 13 septembre 2005, 2 jeunes prévenus, dont un de 19 ans, sont amenés pour leur comparution à Longueuil. Ils sont remis entre les mains des agents correctionnels à l'admission, des collègues de Réal Bessette. Le jeune homme est peu coopératif. Moi, quand je suis arrivé à la porte de la réception, là, c'est ça, là, il invectivait là, les gardes qu'il y avait là, et puis il poussoyait un petit peu, tu sais, juste là, tu sais, là, j'ai vu un coup de poing partir. Tout sauté dessus, là, ils l'ont emmené à l'isolement. Nous avons dû reconstituer la version des faits relatés par Réal Bessette, car nous n'avons pu retracer aucune bande vidéo des événements de l'époque. Ça, c'est certain qu'il n'aurait pas fait ça avec un Hells Angel. Ça, on s'entend, là. À quelques pas de la cellule d'isolement, un autre détenu qui assiste à la scène se fait entendre. Au même moment, Réal Bessette affirme avoir aperçu le même agent qui avait frappé le premier détenu s'avancer vers la deuxième cellule. C'est une bonne taxe ailleurs, de même, toi aussi? Là, ben, il a dit, il ça ça, puis juste en disant, il y en a une maudite bonne, ben, ça veut dire. Quel message on envoie aux détenus qu'on est censé aider à se réhabiliter? L'avocate Sylvie Bordelais représente des personnes incarcérées. On a des gens qui sont déjà des rejets de la société pour les gestes qu'ils ont commis. Ils sont punis pour les gestes qu'ils ont commis. Et les gens qui sont en autorité sur eux
se permettent de poser des gestes qui sont parfois des gestes criminels. Réal Bessette sentait que le climat entre le personnel et les détenus devenait de plus en plus malsain depuis quelque temps. C'est la gradation. Moi, qu'est-ce qui me dépassait, c'était l'ampleur que ça prenait. Il constate qu'aucun rapport n'est rédigé sur les 2 incidents auxquels il venait d'assister, et il s'interroge. Je me suis dit, tu sais, c'est moi qui exagère, c'est moi qui amplifie, c'est dans ce sens-là. C'est pas facile de prendre la décision de dénoncer des collègues en sachant qu'on sera peut-être le seul, ce qui veut dire que ce sera sa parole contre celle de plusieurs collègues. Tu sais, tu veux pas porter d'accusation de même à la légère, là. Moi, je trouvais que c'était grave, c'était sérieux. Puis après ma réflexion, je dis non, c'est pas ça, tu sais. Il faut que je le fasse. Réal Bessette pose alors un geste qui changera à jamais sa vie comme agent correctionnel. Il rédige un rapport d'intervenant qu'il transmet à son supérieur. Il écrit: Croyez-moi, monsieur, il m'a été très difficile d'écrire ce rapport et je dois vous avouer que j'ai dû puiser des ressources au plus profond de moi-même pour faire preuve d'objectivité et de rectitude dans mes propos. Des incidents comme ceux rapportés par Réal Bessette se sont déjà produits ailleurs. Par exemple, nous avons retracé cette bande vidéo de l'établissement de Montréal, Bordeaux. En 2007, un agent fait signer des documents à un détenu. Puis, sans provocation visible, il frappe l'individu au visage. Ça arrive, je vous cacherai pas. On travaille avec des humains, ça arrive. Mais c'est pas une situation qui est croissante. Stéphane Lemaire représente les 2500 agents correctionnels du Québec. On ne peut pas parler de quelque chose qui est courant. C'est des écarts de conduite qui arrivent à l'occasion. Je pense qu'en 2013, là, on est ailleurs. L'agent qui apparaît sur ces images a été congédié pour son geste. Il a tenté en vain de contester son congédiement. Devant un arbitre, il a expliqué que le détenu le narguait et qu'il fallait que ça arrête. Selon lui, on voit régulièrement l'utilisation de la gifle, dépendant des périodes toutefois. L'agent ajoute avoir été formé sur le tas, avec les vieux gardes. Surtout, il y a 20 ans, 30 ans, la façon dont on devait travailler, la façon dont on nous demandait de travailler. Ces vieux gardes-là devaient se faire respecter d'une certaine façon, puis l'approche est tellement différente aujourd'hui. Pourtant, d'autres rapports d'événements que nous avons obtenus font état d'incidents plus récents de recours à la force, en apparence injustifiés. Par exemple, en décembre 2011, à Trois-Rivières, un détenu agité qui avait fini par se calmer a reçu la visite de 5 agents munis de boucliers. Selon le rapport, il n'y avait aucune menace ni danger. Ils sont intervenus de façon inappropriée et sans avertissement. Ils l'ont plaqué et sont même montés sur l'individu. L'homme a eu des convulsions et une asphyxie positionnelle. Selon Réal Bessette, le premier événement qu'il a rapporté en septembre 2005 au palais de justice de Longueuil n'était pas un cas isolé. Moi, j'ai entendu la porte de l'ascenseur qui s'est ouverte. Puis là, ça criait... Il est en pause lorsque des bruits l'attirent vers le corridor. Il dit avoir aperçu 2 agents malmener un détenu, visiblement agité. Les clés! Réal Bessette s'empresse d'ouvrir une cellule d'isolement. Il soupçonne alors que le détenu venait d'être brutalisé. Vite tes poches. Le lendemain, ses doutes se confirment lorsque le même détenu se présente à nouveau au palais de justice. J'espère que tu te souviens de ce qui s'est passé hier. T'as besoin de t'en rappeler? Parce que là, c'est moi qui vais te le rappeler personnellement. Réal Bessette rédige un autre rapport d'incident. Quelques jours plus tard, le ministère de la Sécurité publique déclenche une enquête administrative. Réal Bessette croyait que cette procédure demeurerait confidentielle. Mais au fil des semaines, son nom commence à circuler au sein de la douzaine d'agents affectés à Longueuil. La veille de son témoignage devant les enquêteurs, quelque chose d'étrange se produit lorsqu'il monte dans sa voiture. Après une couple de kilomètres, j'entendais
On aurait dit comme des claquements de métal, tu sais. Il décide de s'arrêter au garage pour voir un mécanicien. Il dit, toutes tes roues, ils sont toutes lousses un peu. Il a dit, c'est impossible que tous tes boulons se soient loussés en même temps. C'est impossible. Sans pouvoir identifier clairement l'auteur du geste, Réal Bessette comprenait le message. Moi, je l'ai vu comme de l'intimidation, puis je l'ai vu que c'était pour me... C'était un avertissement. Les autres. Le lendemain, le 24 novembre 2005, l'agent Bessette donne tout de même sa version des événements des dernières semaines aux enquêteurs du ministère. Dans les jours qui suivent, il est graduellement mis à l'écart par ses collègues de travail. Il parle pas, il te regarde pas, ou maintenant quand tu lui demandes quelque chose, il te répond pareil comme c'était, tu sais, bêtement. Michel Bordua, un ancien vice-président du syndicat des agents correctionnels québécois, connaît bien le palais de justice de Longueuil. Il y a travaillé juste avant Réal Bessette. Quand je suis arrivé, à un moment donné, après un certain temps, j'ai vu qu'il se passait des affaires que je n'étais pas en accord avec. Il dit avoir déjà vu à Longueuil, lui aussi, un agent frapper un détenu au visage sans raison. Je suis de la vieille école, puis c'est pas moi qui aurais dénoncé. Il y a toujours une loi non écrite, tu dénonces pas personne. Tu deviens comme un délateur. Ben, c'est sûr qu'il y a des représailles qui vont s'en suivre, c'est certain. Réal Bessette l'a appris à ses dépens. Oui, oui. C'est ça qui a fait que, là, à un moment donné, là, je n'avais assez. J'ai dit, wow, tu sais. Après des semaines d'intimidation de la part de ses collègues, il n'en peut plus. Après la pause, quand les images révèlent ce que les rapports ne disent pas. La documentation était fautive, les données avaient été falsifiées, la preuve avait été détruite. Le 27 octobre 2011, un fourgon cellulaire transporte un prévenu de l'établissement de détention de Saint-Jérôme à l'hôpital de Saint-Jérôme pour une évaluation psychiatrique. L'individu est menotté. Il a aussi des chaînes aux pieds. À la porte de l'hôpital, le prévenu et les deux agents correctionnels s'arrêtent quelques instants. Ils discutent, puis ils entrent. Le prévenu ne fait aucun geste d'hostilité apparent, mais l'un des agents s'élance et le frappe à la tête, à la hauteur de l'oreille. L'homme subit une lésion au tympan. S'appuyant sur les bandes vidéo de l'hôpital, le ministère de la Sécurité publique a congédié l'agent. À Longueuil, sans vidéo, tout reposait sur la parole et les rapports de Réal Bessette. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Je ne pouvais pas laisser passer ça. M. Bessette, il a quand même eu le guts de dire que lui, il n'acceptait pas cette situation-là, puis il l'a dénoncé. Mais avec toutes les conséquences que ça y a posées. Merci, mon gars. En janvier 2006, l'agent Bessette est en congé de maladie. La CSST reconnaît qu'il était victime d'intimidation au travail. Entre-temps, l'enquête interne à Longueuil est complétée. Les agents montrés du doigt par Réal Bessette ont nié les gestes qui leur étaient reprochés. Les enquêteurs ont cependant corroboré plusieurs faits auprès des détenus, témoins des événements. Le rapport confirme l'ensemble de ce que l'agent Bessette avait rapporté. Mais tous ne sont pas convaincus de ses conclusions. Ben, dans ce cas précis-là, c'est un des cas les plus flous qu'on a eu à traiter ces dernières années, là. Il faut dire que ce rapport est accablant. Il conclut que 2 agents ont effectivement frappé des détenus. On y parle même de voies de fait. Ils ont été congédiés. 2 autres agents ont été suspendus pour quelques jours et 2 autres ont démissionné. Près de 2 ans plus tard, Réal Bessette revient au travail. Il est affecté au palais de justice de Montréal. Dès les premiers jours, il comprend qu'il n'est plus le bienvenu. Je suis arrivé, puis il y avait des rapports. C'est les tables qui étaient distribuées. Le rapport d'enquête, là. Ce rapport d'enquête administrative identifie clairement Réal Bessette comme étant à l'origine des dénonciations à Longueuil. Dès ce moment, il comprend que des gens cherchent à l'isoler. C'était pour que d'autres personnes soient convaincues comment c'est que j'étais pas correct puis que j'étais un stone. C'était ça le but, tu sais, dire que moi, j'avais laissé contre des gardes, puis tu sais.
En avril 2008, le harcèlement atteint un point culminant. Un représentant syndical organise alors une rencontre avec des agents. Là, ils ont fait une réunion dans la salle de midi. Fait qu'ils en ont profité parce qu'il y a beaucoup d'agents de midi dans la salle. Au lieu de dire, il n'a pas parlé à Bessette. Que c'était un stool de grave, puis c'était ça. Après toutes ces années, celui qui est aujourd'hui président du syndicat commente ainsi le harcèlement qu'a subi Réal Bessette à l'époque. En apparence, c'est pas correct. Mais dans les faits, est-ce que ce monsieur-là a fait un témoignage honnête? Est-ce qu'eux avaient à dénoncer des choses particulières? J'en ai aucune idée. Ce qui était souvent reproché à Réal Bessette, c'est qu'il prenait beaucoup de notes. Dans ce document de 2006, ses supérieurs ne cachent pas qu'il dérange par ses agissements. Ils écrivent qu'il épiait des agents et qu'il a peut-être été l'artisan de ses propres déboires. L'agent Bessette ne se sent aucunement appuyé par ses patrons. Ils n'ont jamais fait rien pour que je me sente en confiance. Nous sommes maintenant en 2008, plus de 2 ans après les événements. Un des anciens collègues de Réal Bessette conteste son congédiement devant un arbitre. Réal Bessette doit témoigner de ce qu'il se souvient d'avoir vu en 2005. Le nombre d'années, c'est peut-être pas aussi clair que c'était. Il hésite sur un détail important, l'identité du gardien qui aurait donné le premier coup de poing. Pour l'arbitre au grief, il s'agit d'une volte-face qui mine la crédibilité de son témoignage. Moi, quand j'ai fait le rapport, là, c'était bien clair et net. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait des rapports. Parce qu'à un moment donné, la mémoire est une faculté qui oublie. D'autres témoignages contredisent aussi celui de Réal Bessette. L'employé congédié gagnera éventuellement sa cause. Toutes les autres mesures disciplinaires qui avaient été contestées dans cette affaire tomberont aussi par la suite. Le ministère n'a jamais produit en preuve le rapport d'enquête administrative, pourtant bien documenté. Personne à ce jour, pas même Réal Bessette, ne sait pourquoi. Je me suis senti trahi par mon employeur. Ça c'est sûr et certain. Dans les semaines qui suivent, le harcèlement se poursuit. Réal Bessette retourne en congé de maladie. Ceux qui dénoncent des collègues en milieu carcéral n'ont pas la vie facile. Un procès cet été à Toronto en a donné une illustration. En juin 2011, un détenu de la prison de Toronto est escorté après une fouille. Il est visiblement irrité par un gardien derrière lui. Il se retourne vers l'agent qui, quelques instants plus tard, le frappe au visage. Le tout dégénère. La scène se déroule ensuite hors du champ des caméras. Un des agents lance un appel à l'aide en déclenchant ce qu'on appelle un code bleu. Plus d'une trentaine de membres du personnel se précipitent alors sur les lieux, en renfort. Quelques secondes plus tard, la maîtrise du détenu se poursuit sous l'œil des caméras. Le détenu est alors au sol. Il semble être piétiné par un chef des opérations. Je me demande toujours à ce moment-là, est-ce que c'est la pointe de l'iceberg? Est-ce que ce qu'on voit, ce à quoi on a eu accès, c'est uniquement, justement, une petite partie de ce qui existe? Après les événements, une chef des opérations que l'on aperçoit ici a rapporté avoir vu des agents utiliser une force plus que nécessaire en frappant le détenu. Elle a aussi affirmé qu'un autre chef des opérations, celui-ci, a piétiné le détenu au sol. Lors de son témoignage en cours, elle a déclaré avoir été ostracisée par des membres du personnel. Elle se disait victime de la loi du silence. C'est malheureusement la norme dans le milieu carcéral. La loi du silence prime. En 2010, l'Ombudsman de l'Ontario a ouvert une enquête après avoir reçu une série de plaintes de détenus. André Marin a notamment constaté que des membres du personnel correctionnel subissaient des représailles lorsqu'ils dénonçaient des agissements de leurs collègues. Des fois, ce sont des menaces. Des fois, c'est l'exclusion dans les milieux sociaux. Les 2 gardiens de Toronto ont finalement été acquittés. Selon le juge, ils ont utilisé une force nécessaire étant donné que l'individu montrait de plus en plus d'agressivité. Il ajoute tout de même au sujet du 2e accusé qu'il a probablement utilisé une force excessive, mais il n'est pas convaincu de ce fait hors de tout doute raisonnable. Dans le cadre de son enquête, l'Ombudsman de l'Ontario s'est intéressé à des dizaines de cas dans plusieurs des 29 centres correctionnels de la province. Un des dossiers qui ont retenu son attention,
s'est déroulé à l'établissement Maplehurst, à l'ouest de Toronto. Nous avons obtenu les images de l'événement. Le 23 mai 2009, après une longue journée de 12 heures, cet agent correctionnel rédige un rapport d'incident au sujet d'un détenu qu'il a escorté hors de sa cellule. Il écrit qu'il ne se pliait pas aux ordres. Le détenu était défiant, ajoute-t-il, et il résistait. L'agent explique qu'il a dû alors appliquer une technique de distraction à main ouverte pour reprendre le contrôle du détenu. Mais les images révéleront une vérité tout autre. L'enregistrement de l'incident montre l'agent frapper le détenu continuellement pendant de longues secondes. Il le pousse avec force contre le mur 6 fois et lui donne 2 coups de genou. Puis, pendant que le détenu semble se protéger avec ses mains au-dessus de sa tête, on aperçoit le gardien le frapper au moins 3 fois. Les images confirment aussi que l'individu ne cherchait pas à résister. Au contraire, tout au long de la scène, il était plutôt soumis aux ordres de l'agent. Ce n'est pas ce qui était indiqué au rapport d'incident. Ce gardien a été accusé de voies de fait au criminel. Il a plaidé coupable et a été condamné à 60 jours de prison. Parmi les circonstances aggravantes, le juge rappelle que l'homme avait tenté de camoufler l'incident dans son rapport. Le juge souligne aussi que les 4 autres agents présents ne sont pas intervenus pour empêcher l'agression. D'autres camouflages ailleurs en Ontario se révéleront tout aussi troublants. On a commencé à regarder dans les dossiers du ministère. On a vu qu'il n'y avait aucune documentation, quoi que ce soit, ou la documentation était fautive, les données avaient été falsifiées, la preuve avait été détruite. Le travail d'André Marin ne faisait que commencer. Après la pause, les risques du métier. La société nous envoie tous ces gens-là qui sont tous mêlés pour la plupart. Ça amène des comportements incroyables. On vit des menaces, on vit du harcèlement, on vit des voies de fait. Les événements qui suivent ont été enregistrés le 19 juin 2011 dans un centre correctionnel situé près de Peterborough, en Ontario. Dans son rapport d'incident, l'agent correctionnel écrit que le détenu lui a lancé son chandail à la figure. Par la suite, l'agent dit avoir dirigé le détenu vers le sol en lui prenant le bras. Il ajoute que l'individu ne se pliait pas aux ordres pendant les procédures. Or, voici maintenant ce que les images révèlent. Le chandail n'atteint pas la figure du gardien. Le coup à la tête et la prise de gorge appliquée par l'agent correctionnel n'étaient pas non plus mentionnés dans le rapport d'incident. L'agent fait face aujourd'hui à une accusation criminelle de voies de fait. Il a plaidé non coupable. C'est là une des interventions violentes que nous avons pu retracer dans nos recherches en Ontario. C'est aussi ce genre de cas que l'Ombudsman de l'Ontario a documenté sur une période de 2 ans. I should start with one of those warnings to the audience that what they're about to see and hear may be disturbing and graphic. En juin dernier, André Marin publie son rapport. Intitulé « La loi du silence », ce rapport fait le récit de nombreux cas. Il y avait des cas qui étaient très, très troublants, de prisonniers qui avaient souffert des fractures, toutes sortes de blessures graves. Il donne les exemples de Colin et d'Albert, 2 détenus qui souffraient de problèmes psychiatriques. 2 hommes qui ont subi de nombreuses blessures au visage après des interventions des agents correctionnels en 2010. Et dans les 2 dossiers, les rapports initiaux cachaient beaucoup de détails sur ce qui s'était réellement passé, entre autres sur la nature de leurs blessures. La révision de ces 2 cas a mené à diverses suspensions d'employés et un congédiement. On a inclus des photos de ceux qui étaient blessés, justement pour mettre l'accent sur les conséquences graves. Michel Bisaillon est agent correctionnel à North Bay. Il parle au nom du syndicat des agents ontariens. Pour moi, le rapport était exagéré. Mais si ça l'aide à éclaircir la situation dans les prisons, c'est une vraiment bonne chose. Il rappelle que sur les milliers d'incidents qui surviennent chaque année dans les prisons, moins de 1% de ces cas ont été relevés par l'Ombudsman comme étant problématiques.
Michel Bisaillon met aussi en contexte les conditions de travail difficiles des agents correctionnels, comme la surpopulation carcérale et le manque de personnel. Autant d'éléments qui accentuent les tensions. Si tu crées un environnement qui ne respecte pas les droits des détenus, là, tu vas avoir des problèmes. Mais selon Michel Bisaillon, une culture du silence ne fait pas partie des problèmes qu'il constate. Si la culture existe, moi, je la vois pas. Moi, dire tout de suite, je ne la vois pas. La société nous envoie tous ces gens-là qui sont tous mêlés pour la plupart. Ça amène des comportements incroyables. On vit des menaces, on vit du harcèlement, on vit des voies de fait. Tous les ans, au pays, des centaines d'agents sont la cible d'agressions et autres voies de fait en milieu de détention. Bien, c'est sûr que les gros criminels, les motards, les gangs de rue à Montréal, ils font leur loi en prison. Là. Ils connaissent notre adresse, ils nous font des menaces. C'est des choses qu'on vit, ça. Il faut être capable d'avoir un contrôle qui est assez incroyable. Il arrive que des agents correctionnels finissent par perdre leur sang-froid. C'est ce qui s'est produit à Saint-Jean-de-Terre-Neuve en mars 2008. Un détenu agressif s'est mis à cracher sur les agents qui l'entouraient. L'homme était porteur de l'hépatite C. L'un des agents correctionnels qui l'ont emmené en cellule s'est mis à le rouer de coups. Le détenu a subi plusieurs blessures au visage. L'agent correctionnel dira plus tard qu'il était sous l'effet de l'adrénaline. Il sera éventuellement reconnu coupable de voies de fait. Quand on travaille dans un contexte aussi spécial que le réseau correctionnel, on garde des humains en captivité par d'autres humains, et il arrive des dérapages à l'occasion. Selon Stéphane Lemaire, ce type de cas est peu fréquent au Québec. Et selon lui, il n'est pas question ici d'une loi du silence, comme celle décrite en Ontario. Non, on n'offre pas la même adresse du tout. Il y a des différences entre la situation de l'Ontario et celle du Québec, ne serait-ce que par rapport à l'encadrement de l'utilisation de la force, où nous, c'est très encadré. Si vous n'aviez rien fait, si vous n'aviez pas insisté, qu'est-ce qui serait arrivé? Absolument rien. Le ministère n'était pas intéressé du tout à ce problème-là. Bien, écoutez, c'est son interprétation. On a une tolérance zéro et on a mis toutes les mesures en place pour s'assurer que les pratiques, que les procédures soient respectées. I would like to begin by thanking M. Marin for his report. La ministre Meyer a effectivement annoncé une série de mesures pour corriger les lacunes en Ontario, notamment en restructurant l'unité des enquêtes, en améliorant la formation et en protégeant les dénonciateurs. Au Québec, on avance que les mesures en place dans le système actuel sont adéquates. Avec tout le contrôle qu'il y a autour du recours à la force, il n'y a pas beaucoup d'espace pour camoufler et pour faire des fausses déclarations. Pourtant, le rapport produit par les agents après l'incident de Saint-Jérôme en octobre 2011 ne parle pas d'un coup porté à la tête du détenu. C'est l'hôpital qui a alerté les autorités carcérales. L'agent correctionnel en cause fait présentement face à des accusations de voies de fait. Son enquête préliminaire est prévue cet hiver. Le ministère ne commente pas le cas de Saint-Jérôme, mais il admet ceci. Il est possible qu'il y ait des situations qui nous échappent, effectivement. C'est la protectrice du citoyen au Québec qui joue le rôle d'ombudsman pour le système correctionnel. Il y a des situations inacceptables qui se produisent, j'en conviens, on en a nous-mêmes constaté. Son équipe d'enquête effectue des visites régulières dans les établissements carcéraux. J'ai trouvé le rapport d'André Marin très intéressant, mais la situation au Québec, pour l'essentiel, n'est vraiment pas la même. D'abord, l'encadrement des plaintes, l'encadrement des enquêtes est beaucoup plus indépendant. Raymond Saint-Germain note cependant que certaines zones du système correctionnel québécois échappent à la couverture des caméras de surveillance. Il y a encore place à faire en sorte que la sécurité ou la prévention par une meilleure couverture de la surveillance vidéo soit assurée dans les centres de détention, tout en respectant bien sûr la vie privée. En Ontario, le gouvernement vient d'annoncer 10 millions de dollars pour moderniser ses systèmes de surveillance, en réduisant notamment le nombre d'angles morts des caméras. Québec est conscient du problème. On rajoute des caméras de façon régulière aux endroits où on peut le faire.
Chaque année, de toutes les plaintes formulées par les détenus au Québec, seule une poignée concernant des sévices de la part du personnel s'avère fondée. Le ministère de la Sécurité publique en recense à peine plus d'une dizaine depuis 2 ans. Mais ces statistiques ne disent peut-être pas tout. Il y a des gens qui ne porteront jamais plainte. Ils sont convaincus que ça ne leur attirera que des représailles. Moi, je présume qu'il y a des personnes qui ont peur et qui ne viennent pas au protecteur du citoyen. C'est un milieu où la crainte des représailles est présente. Après la pause, des recours à la force en hausse dans les pénitenciers fédéraux. On est plus porté à utiliser le poivre de Cayenne pour régler une situation qui auparavant était peut-être réglée avec des mots. En 2012, le syndicat des agents correctionnels du Canada a produit une vidéo. Il souhaitait convaincre Ottawa d'adopter une loi pour permettre de faire prélever des échantillons sanguins de détenus qui attaquent les employés de pénitencier. Les agents veulent savoir plus rapidement s'ils risquent d'avoir contracté une hépatite ou le VIH quand ils entrent en contact avec une substance corporelle d'un détenu. Le projet de loi n'a pas encore été adopté, mais ce document vidéo permet aussi d'illustrer des conditions difficiles de nos prisons fédérales. C'était violent, c'était le bordel. Des feux étaient allumés, des objets étaient lancés. Sherry Prento se souvient de divers incidents dans des pénitenciers de l'Ouest canadien. Elle a passé près de 17 ans en prison, notamment pour un homicide involontaire à la suite d'un vol qui a mal tourné. Aujourd'hui, à 35 ans, elle est mère d'un jeune garçon et elle refait sa vie à Montréal. Le souvenir de ses débuts en détention est sombre. Ils venaient avec le poivre de Cayenne et leur bouclier. C'est arrivé plusieurs fois. Surtout quand ils viennent pour vous extraire de votre cellule, peu importe la raison, ils ne sont pas là pour jouer. Sa jeunesse, marquée par la violence de son entourage, lui avait forgé un profil de détenue récalcitrante. J'étais toujours prête à me battre. Toujours. Il n'était pas question que je me laisse faire. Sherry Prento reconnaît qu'elle n'était pas toujours facile à gérer, mais elle considère que des agents correctionnels, parfois, allaient trop loin. Ils ont utilisé un boyau d'incendie une fois. Il y avait un feu dans une des unités. Ils dirigeaient la pression de l'eau vers moi pour me faire sortir de la cellule. Mais comme je voulais pas, je les ai entendus dire « Ça ne sort pas de là, visez sa tête. » L'utilisation de la force va en augmentant et notre bureau est définitivement préoccupé par cette augmentation. Le Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada traite annuellement près de 6 000 plaintes de détenus. Et on est préoccupé justement par certains indicateurs qui font en sorte que l'utilisation de la force est primée au lieu de la négociation et la bonne supervision de détenus. Les statistiques de la dernière année en témoignent. Il y a eu plus de 1500 cas de recours à la force par le personnel des prisons fédérales. C'est une augmentation de 37 % depuis 6 ans. Le recours au poivre de Cayenne, par exemple, aujourd'hui porté à la ceinture par davantage d'agents, a plus que doublé depuis 5 ans. On est plus porté à utiliser le poivre de Cayenne pour régler une situation qui auparavant était peut-être réglée avec des mots. L'enquêteur correctionnel calcule qu'une vingtaine d'incidents de recours à la force l'an dernier étaient inappropriés. Tous les pénitenciers sont bondés présentement, donc ça crée énormément de tension, d'agressivité parmi les détenus. Selon les agents correctionnels, la population carcérale a changé ces dernières années. En médium maximum, il y a plus de jeunes, de gangs de rue, de santé mentale. Et croyez-vous qu'il y a une corrélation directe entre ça et l'augmentation des événements de recours à la force? Possible. Possiblement, oui. Oui. Le recours fréquent aux mises en isolement préoccupe aussi le bureau de l'enquêteur correctionnel, surtout pour les cas de santé mentale. On retrouve une disproportion de gens qui ont des problèmes de santé mentale dans les aires d'isolement. Si tu fais encore une niaiserie, je rentre avec un autre objection. Le cas d'isolement préventif le plus tristement connu est sans doute celui de la jeune Ashley Smith.
Après de nombreux épisodes d'automutilation pendant son parcours carcéral, elle s'est donné la mort en octobre 2007, à l'âge de 19 ans, dans un établissement de Kitchener, en Ontario. En moins d'1 an de détention dans des prisons pour adultes, elle aura été l'objet de plus de 150 recours à la force. Quand on parle d'isolement en milieu carcéral, on parle d'être détenu dans une cellule 23 heures sur 24, dans un endroit grand comme ma main. Imaginez ce que ça fait sur le moral. J'ai fait au total 4 ans en isolement durant mon temps en prison. J'ai passé beaucoup de temps au trou. Parfois, la colère qu'elle traînait avec elle en isolement poussait Sherry Prento à s'automutiler. Ce n'était pas pour me suicider. J'avais juste beaucoup de colère parce que je me retrouvais toujours au trou et j'en avais contre le système. Il arrive aussi parfois que des détenus passent de longues heures en cellule pour des fouilles exceptionnelles, par exemple. C'est ce qui s'est produit à l'établissement Kent, en Colombie-Britannique, en 2010. Le personnel avait reçu une information selon laquelle un pistolet bricolé avait été introduit dans le pénitencier à sécurité maximum. La direction a confiné les détenus dans leurs cellules pendant 10 jours. Il nous laissait pas prendre une douche, il nous pas laisser sortir dehors. Jonathan Vincelette a passé plus de 3 ans à Kent pour diverses condamnations. Il est sorti de prison en 2012, mais le souvenir des événements de janvier 2010 est encore frais dans sa mémoire. Ils m'ont sorti de ma cellule, puis le fusil est direct en arrière de la tête, à peu près 1,5 pied en arrière de moi, avec le fusil direct en arrière de ma tête. Les dirigeants de Kent ont déployé les membres d'une équipe tactique munie de fusils semi-automatiques, chargés, souvent pointés vers les détenus, qui étaient déjà coopératifs et même menottés. À Kent, ce qui s'est passé, c'était vraiment un recours à la force qui était non autorisé, qui était injustifié et qui était dangereux. Dans un rapport sévère qui a suivi les événements, l'enquêteur correctionnel a aussi dénoncé les manquements du personnel à la dignité humaine lors des fouilles à nu subies par les détenus, souvent en présence d'employées féminines. Vincelette, lève-toi, elle lève ton chandail, elle lève tes culottes, elle lève tes bobettes, elle lève tes bas. OK, penche-toi, mets tes mains dans ton cul, puis tire ton cul qu'on peut voir. Après ça, tu retournes à bord. OK, mets tes mains dans ta gueule, lève ta tempe, puis tout ça, rouvre ta gueule. Le syndicat des agents correctionnels du Canada assure que les membres du personnel ne faisaient que suivre les directives des gestionnaires de Kent à l'époque. Il nous a été impossible d'obtenir une entrevue avec le commissaire de Services correctionnels Canada, Don Head. On a répondu à nos questions par courriel. Au sujet de Kent, le service dit avoir mis en œuvre diverses vérifications internes et autres mesures, dont le démantèlement de l'équipe tactique. Quant à l'augmentation du nombre de recours à la force, on nous répond « Le Service correctionnel du Canada dispose de lignes directrices rigoureuses et tous les employés doivent s'y conformer. » On explique aussi qu'un processus de responsabilisation permet de s'assurer que les recours à la force respectent les normes les plus strictes. Plusieurs des personnes à qui nous avons parlé considèrent que le climat dans les établissements carcéraux au pays est meilleur qu'il ne l'était il y a plusieurs années, ne serait-ce qu'en raison d'une meilleure formation du personnel. Au Québec, par exemple, les futurs agents doivent suivre 9 semaines de cours. Mais certains craignent que les conditions de détention ne se détériorent dans le futur. En tant que société, on entend un discours. Un discours, la loi, l'ordre. Il faut que les détenus, les criminels, il faut qu'ils sentent réellement le poids de leurs actions. Les personnes détenues perdent leur droit à la liberté. C'est normal, mais elles ne perdent pas les autres droits qui leur sont consentis par les chartes, par les conventions internationales, dont le droit à la sécurité, le droit au respect, le droit à l'intégrité physique et le droit de recevoir des soins et des services de santé adéquats. Au Québec, le syndicat des agents correctionnels souhaiterait une clarification des règles du ministère, notamment sur les recours à la force. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une ligne de tracé, qu'on définisse les comportements qui sont corrects et qui sont pas corrects et ce que ça mérite quand c'est pas correct. Selon lui, les gestionnaires n'ont pas tous les mêmes critères de tolérance quand vient le temps d'imposer des sanctions à certains agents. Québec reconnaît le besoin de clarifier certaines attentes de l'employeur. Je pense qu'il faut que le système change. Il faut qu'il s'améliore, en tout cas.
Puis moi, je pense que, comme tantôt, bien, c'est sûr que je sens que j'ai été traité injustement. Réal Bessette s'est senti abandonné par son employeur alors qu'il vivait des représailles des autres agents correctionnels. Un arbitre qui s'est penché sur son dossier a confirmé que M. Bessette a subi du harcèlement sur une longue période entre 2005 et 2008 et que l'employeur à l'époque n'a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. Plus loin, il écrit « M. Bessette peut être fier de ses gestes » et il ajoute qu'il a eu raison de dénoncer les gestes de brutalité. Après 2 tentatives infructueuses de retour au travail et une blessure à un genou, il prend sa retraite en 2012. Mais il regrette vite son geste qui amputait ses revenus de retraite. Il a tenté, sans succès, de faire annuler sa décision. C'est pas normal que moi, que je fasse consciencieusement puis honnêtement qu'est-ce que c'est que j'ai à faire, puis que je sois pénalisé au bout. Le ministère de la Sécurité publique refuse de commenter le cas particulier de Réal Bessette, mais d'autres le font. Des gens comme M. Bessette font un travail admirable. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Malheureusement, les conséquences pour eux, pour leur santé physique, mentale, économique, sont probablement drastiques. Si c'était à le faire, je le ferais. Même sachant ce que je sais, je le ferais pareil. Je le ferais pareil parce qu'il faut que ça soit fait.